Ok, donc la balade que je vous propose, elle va faire un tour dans le secteur des biologies, de la géologie, et je vais commencer par poser des postulats. Vous savez qu'un postulat, je le pose, on part dessus, on part de ça pour mettre en place un théorème. Je ne suis pas là pour démontrer le postulat. Donc c'est parti. Quels sont les postulats que je pose? Le premier, c'est de la géologie, c'est que la vie sur la Terre elle-même, avant même la vie, c'est une alternance de stabilité et d'instabilité. Nous avons vécu, enfin la Terre a vécu 5 grandes extinctions depuis l'existence de la vie, et bon, il y en a 2 là qui sont très connues. C'est celle qui termine l'ère primaire, qui s'est passée il y a 252 millions d'années et qui a donné lieu à la disparition de quasiment la totalité de la vie sur Terre. Quelle était l'origine de cette disparition? Alors, en fait, on le sait relativement précisément. Ce sont ce qu'on appelle des trappes de Sibérie. C'est du volcanisme à outrance. Hein. C'est pas le piquant de la fournaise qui coule pendant 2 jours. C'est des quantités phénoménales de lave sur des millions de kilomètres carrés avec des millions de kilomètres cubes de lave. Donc, vous imaginez bien un changement instantané de la température sur la Terre, un changement instantané de la luminosité, de la photosynthèse et donc disparition de beaucoup d'espèces. Donc, ces trappes de Sibérie, vous voyez, la Sibérie, c'est tout au nord. Et il n'y a pas longtemps, on a découvert pourquoi. Enfin, on a découvert un événement qui s'est passé en même temps. En fait, c'est une météorite qui s'est encastrée dans le pôle sud. En fait, ça fait un moment qu'on connaissait cette anomalie magnétique au pôle sud. On imaginait qu'il y avait un morceau de continent dessous. Et en fait, c'est un morceau de météorite qui a été découvert il n'y a pas très longtemps. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire de météorite? Parce que fin Crétacé, c'est-à-dire fin de l'ère secondaire, un petit peu plus près de nous, enfin, il y a quand même 66 millions d'années, il se passe quelque chose d'identique, en l'occurrence, disparition de 85% des espèces sur la Terre, les fameuses de tous ceux qui ont fait un peu de géologie connaissent par cœur, parce qu'il y en a une quantité phénoménale. Donc, ça ressemblait à peu près à ça. Hein. Il y a un vague cousin qui est toujours existant, qui s'appelle le Nautile. Et donc, les ammonites vont tout disparaître. Pour tout bon géologue, l'existence d'une ammonite dans un terrain sédimentaire, c'est qu'on est dans de l'ère secondaire. À l'instant où on n'a pas d'ammonite, c'est que ça peut être un autre terrain. Mais aussi, disparition, tout bêtement, des grands dinosaures. Ça, c'est, quand je dis tout bêtement, c'est beaucoup plus connu. Donc, tout le monde a vécu Jurassic Park. Et donc, ces grands dinosaures disparaissent. Tyrannosaurus Rex disparaît il y a 65 millions d'années, parce que lui existait il y a 65 millions d'années. Donc, c'était un dinosaure qui faisait partie du clade des théropodes. Okay, ce clade des théropodes, il a deux sous-clades qui sont les grands dinosaures carnassiers, mais un autre clade que vous connaissez et qui ressemble à ça. En fait, donc les grands dinosaures ont disparu, les petits dinosaures sont toujours là, ce sont eux. Hein, et je vous ai mis deux dinosaures de la Réunion, puisque ceux-là sont endémiques, les 2 Océrops de la Réunion. Alors, fin de l'ère secondaire, sur la totalité de la Terre, il y a une petite couche qui est plutôt noire foncée et qui fait quelques centimètres, qui s'appelle la limite KT. K pour Crétacé en allemand, parce que c'est les Allemands qui ont défini ça, et tertiaire, donc T pour tertiaire. Sur la totalité de la Terre, on retrouve cette couche. Ça veut dire que la Terre a été couverte sur sa totalité
de sédiments et de cendres. Et qu'est-ce qui se passe il y a 65 millions d'années? Les grands dinosaures disparaissent et il y a cette petite bête là qui fait quelques centimètres, une dizaine de centimètres de long, se met à coloniser. Alors, elle n'apparaît pas il y a 65 millions d'années, elle apparaît il y a 80-85 millions d'années. Donc, de 85 millions d'années à 65 millions d'années, elle reste toute petite, cette bête. Pourquoi? Parce que il y avait les dinosaures qui dominaient et il y avait les dinosaures qui étaient les patrons sur la Terre. Et cette petite bête, regardez ce qu'elle donne, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a donné? Alors, c'est là que j'aimerais voir, j'aimerais vous voir écrire. Et qu'est-ce que vous allez m'écrire? Elle a donné quoi comme bête, cette petite bête? Je vous écoute. Enfin, je vous regarde. Alors, Mohamed dit cétacé. C'est pas la bonne réponse. Rémi dit baleine, c'est pas la bonne. Dodo, oui. Non, pas dodo, c'est pas du tout la bonne réponse. Cétacé, c'est la moitié de la réponse. Baleine, c'est la moitié de la réponse. Dodo, non. Non, les mammifères, merci. Les mammifères, en fait, vous en avez deux de mammifères sur cette photo. Vous avez une baleine et vous avez une femme. Et vous avez un être humain. Donc, qui sont deux mammifères. En fait, cette petite bête que je vous ai montrée, c'est un proto-mammifère. C'est proto, c'est qu'il va donner les mammifères dans quelques millions d'années. Et il donne, voilà, les mammifères. Et regardez, ça, c'est une constante. Une petite bête qui réussit, qui arrive à coloniser, lorsque l'environnement se prête, va se mettre à grossir. Et regardez, donc vous avez là la taille d'un homme, un éléphant d'Afrique d'aujourd'hui et un de ses vagues cousins il y a quelques millions d'années. C'était un mammifère, hein, c'était de la famille des éléphants, mais il n'existe plus. Alors l'origine, je vais accélérer un peu pour ceux qui ont fait de la géologie le savent, c'était une météorite qui fait à peu près 10-11 km à 20 km seconde. 20 km seconde, pour vous donner un ordre d'idée, une balle de fusil de guerre quitte la bouche du canon à 900 mètres seconde. Là, on est à 20 km seconde. Vous imaginez la vitesse à laquelle ça arrive. Donc, ça donne un cratère de 180 km de diamètre, une vague qui fait plusieurs centaines de mètres de haut, la température sur la Terre qui monte instantanément à 500 degrés, et donc tout cramé, pratiquement tout tué, sauf peut-être au fond des mers, sauf ceux qui étaient cachés dans le fin fond des vallées. Et en même temps, il se passe un autre événement. Là, cet événement, aujourd'hui, il est positionné en Inde. C'est ce qu'on appelle les trappes du Décan. Les trappes du Décan, même chose qu'en Sibérie. Pardon. Même chose qu'en Sibérie. Ce sont des kilomètres cubes de lave sur des sur des millions de kilomètres carrés. Et donc, pour la petite histoire, avec la dérive des continents, l'Inde, tout simplement, était au-dessus du point chaud de la Réunion. Donc, c'est le point chaud de la Réunion qui a donné ces trappes du Décan. Donc, pareil, des quantités phénoménales de lave, une température qui monte et qui donne des vapeurs et des nuages qui vont cacher le soleil, empêcher la photosynthèse et fait mourir beaucoup d'animaux. Vous avez vu à chaque fois une météorite qui tape d'un côté, de l'autre côté, volcanisme important. À chaque fois, ça donne un cataclysme général sur Terre. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a ce cataclysme. À chaque fois qu'il y a ce cataclysme, il y a des animaux qui disparaissent. Quand on parle de grande extinction, on dit 5 grandes extinctions. Ce sont des extinctions pour lesquelles il y a eu plus de 70% des espèces vivantes sur la Terre qui ont disparu. Bon, on estime que la 6e est en cours et c'est vous qui êtes responsable de la 6e.
Enfin, moi un petit peu aussi. Donc, on est responsable de la 6e qui est en train de se mettre en place selon les scientifiques. Et donc, ces extinctions, à chaque fois, elles sont toutes prouvées scientifiquement, et notamment ici, vous voyez la biodiversité qui est en vert, qui à chaque fois s'effondre, à chaque fois qu'il y a ces événements cataclysmiques. La dernière, donc là, il y a 65 millions d'années, elle est ici. Voilà, je vais avancer un petit peu. Donc ça, c'était le premier postulat que je posais, c'est l'alternance stabilité-instabilité sur la Terre. La vie de la Terre, à l'échelle de la Terre, hein, pas à l'échelle humaine, c'est des périodes stables et des périodes instables. Et ces périodes stables prennent beaucoup de temps à se mettre en place, et l'instabilité se met quasi systématiquement de façon instantanée par une météorite, par un volcanisme. Le deuxième postulat, la finalité de toute espèce vivante sur la Terre, je vous laisse quelques secondes, c'est la survie de l'espèce, c'est la survie du système. Tous les systèmes vivants sur Terre n'ont qu'une seule finalité, ce n'est pas la survie de l'individu. La survie de l'individu n'est là que pour servir la survie de l'espèce. Et cette survie de l'espèce, on va la faire soit de façon sexuée, soit de façon asexuée. Alors la question, c'est pourquoi la reproduction sexuée? Et qu'est-ce que c'est que la reproduction asexuée? Alors la reproduction asexuée, tous ceux qui s'intéressent un peu au jardinage le savent, hein, on peut faire des boutures, on peut faire du marcottage, on peut reproduire de façon non sexuée des plantes. Il y a aussi des animaux qui phasmes qui se reproduisent de façon non sexuée. Il n'y a que des femelles qui sont à la réunion et qui donnent des œufs, qui redonnent le même patrimoine génétique que la femelle originale qui a dû, on pense, arriver de Madagascar. Alors, la reproduction sexuée, ça sert à quoi? La reproduction sexuée, ça sert à créer de la diversité et de la variabilité génétique. Et cette variabilité génétique, vous allez me demander, mais elle sert à quoi? C'est quoi sa finalité? Sa finalité, ce n'est pas juste pour faire des jolies coccinelles, c'est pour donner le potentiel à l'espèce de s'adapter à l'environnement. À cause de cet environnement changeant, nous l'avons vu dans l'alternance stabilité et instabilité tout à l'heure. Cette adaptation à l'environnement, cette variabilité génétique, elle peut être soit naturelle, donc ça c'est la nature qui l'a fait, c'est la sélection naturelle, on va en parler tout à l'heure, et qui donne des choses qui sont vraiment complètement différentes, soit elle est guidée par l'homme. Et ça, on l'a fait. Depuis que l'homme existe, l'homme a pris des espèces et les a transformées, aussi bien animales que végétales. Là, j'ai mis plutôt des animaux, mais tout ce que je vous raconte est applicable aussi sur des végétaux. Regardez, on est à je ne sais combien de milliers d'espèces de pommes de terre, alors qu'il y en avait 300 et quelques chez les Incas. Les chiens, qui viennent tous d'un loup, et là, vous avez des roses. Et là, on commence à passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, j'ai envie de vous poser, ça correspond à quoi cette variabilité génétique dans l'entreprise? Eh bien, cette variabilité génétique dans l'entreprise, c'est notre capacité à inventer. C'est notre capacité à innover. C'est notre capacité à surmonter des changements qui font que si on n'avait pas bougé, on serait mort. Et si vos entreprises sont là aujourd'hui, c'est parce que justement, à un moment, vous avez su innover, vous avez su changer de posture, vous avez su changer le patrimoine génétique de l'entreprise. On va y revenir. Victor? Oui. Je me permets, comme tu nous l'as demandé, ça fait maintenant 15-20 minutes qu'on a commencé, tu m'avais demandé éventuellement de te couper pour que, avant qu'on te fasse la transition vers le côté obscur, s'il y a des questions qui veulent être posées sur cette première phase, éventuellement, vous pouvez le faire sur le chat ou en ouvrant rapidement votre micro. On va peut-être laisser une petite minute pour ceux qui souhaitent poser une question sur cette première partie. Alors, moi, je vois un monsieur Desalé qui dit qu'il n'a pas la vision du tableau.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce souci? Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de son ordinateur? Le prime abord, moi, j'ai une bonne vision. Je sais pas les autres. Bon, pas d'autres questions? Mais ce serait mieux en plus grand. Merci, je vais essayer d'agrandir. OK. Bon, ben écoutez, je continue s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, ben, avec quelle stratégie? Pardon? Il peut agrandir avec les doigts. C'est pour Monsieur Desalé, ça? Je ne sais pas. OK. Bon, moi, je continue. Donc, avec quelle stratégie? Eh bien là, on va partir sur le domaine des mathématiques et on va s'intéresser aux travaux d'un Américain qui s'appelle Robert McArthur et qui lui-même a travaillé sur des équations d'un monsieur qui s'appelle François Verhulst et qui est un Belge. Donc, McArthur, lui, travaille sur des mathématiques et sur la biologie des populations. Et là, on est vraiment dans l'écologie pure, dans l'écologie, dans la science écologie. Et l'écologie se préoccupe. Et McArthur, lui, se préoccupe de la multiplication ou de la survie des espèces de fauvettes. Et qu'est-ce qu'il conclut de son étude sur les fauvettes? Eh bien, il conclut que Verhulst n'a pas tort du tout et qu'il y a une équation qui peut traduire n, sa variation dans le temps. Eh bien, c'est une équation. Et c'est une équation qui a deux constantes ici, qui sont des constantes R, le taux intrinsèque de croissance d'une population, et K, la taille maximale d'une population. Et il dit, donc chaque espèce vivante a une constante R et a une constante K. Les insectes sont plutôt à constante R importante et les mammifères sont plutôt à constante K importante. Allez, on va aller un peu plus vite, on va dire les insectes sont plutôt de logique R et les mammifères sont plutôt de logique K. Bon, vous allez me dire, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette affaire-là? Alors, ça, juste pour montrer quelques images, ben, je m'aperçois que je ne vais pas donner l'information tout de suite. On va revenir sur le R et le K tout à l'heure. Je passe au troisième postulat, c'est l'évolution. L'évolution est le fruit de la sélection naturelle. Donc là, ce sont les travaux de Darwin, qui est quand même un peu plus connu que MacArthur. Donc, la sélection naturelle, ce sont des prédateurs qui courent derrière des proies, qui courent moins vite que les proies, parce que si elles couraient plus vite que les proies, il n'y aurait plus de proies du tout. Et donc, la sélection naturelle fait que les proies vont courir de plus en plus vite, et la proie qui va courir la moins vite sera rattrapée par le prédateur, et les prédateurs qui courent le moins vite ne mangera pas de proie, donc va mourir. Ça, c'est la logique de la sélection naturelle. Et donc, c'est un peu simpliste, c'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité. Dans la réalité, certaines proies arrivent à se défendre, certaines même personnellement, et voire lourdement. Alors ça, ce sont les travaux de Charles Darwin, qui a un petit mot quand même pour Darwin, parce qu'il a fait un travail extraordinaire, ce monsieur. On lui prête la formule, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Dans la réalité, il n'a pas exactement écrit ça, mais peu importe, c'est l'esprit de ce qu'il a écrit. Et comment il découvre ça? Eh bien, il découvre ça de 1831 à 1836. En fait, il fait un tour du monde sur le Beagle. C'est un 2-mâts. Alors, il n'a pas 2 mâts, là, vous en voyez 3. Hein. En fait, originellement, il avait un 2-mâts et puis il a été réadapté pour aller faire ce tour du monde parce que c'était un bateau militaire qui a été transformé en bateau scientifique. Et d'ailleurs, les Chiliens l'ont recréé. Ils ont, à partir des plans de l'époque, reconstruit un Beagle. Et qu'est-ce qu'il fait ce Beagle? Eh ben, il a un objectif, c'est d'aller cartographier le sud de l'Amérique du Sud. Parce qu'à cette époque-là, on essaie de chercher un passage pour passer le plus rapidement possible et sans descendre très bas de l'Atlantique vers le Pacifique.
Donc, on descend et on va dans tous les estuaires et on remonte tous les fleuves qu'on trouve pour voir si ça ne déboucherait pas de l'autre côté. Et c'est pour ça que là, vous avez le trajet réel du Beagle. Il monte, il descend, il repart, il revient et il passe son temps à faire ça. Et ils sont quand même partis faire le tour du monde. Donc, il y a un moment où ils remontent de l'autre côté et ils vont jusqu'aux Galapagos. Donc, ces fameuses îles qui sont à 4000 et quelques kilomètres au large de l'équateur, qui sont des îles isolées les unes des autres, où Darwin va découvrir des animaux qui n'existent que là-bas. Et il va se poser les questions pourquoi ces animaux n'existent que là-bas. Et notamment, il va récolter des oiseaux. Donc, dans ces oiseaux, il y a des pinsons et d'autres oiseaux qu'il n'identifie pas vraiment. Pour autant, il les récolte, il les ramène en Angleterre et c'est une fois arrivé en Angleterre que les scientifiques biologistes lui disent « Mais monsieur Darwin, ce sont tous des pinsons ». Et c'est là qu'il commence à se poser des questions, mais pourquoi ils sont différents? Et c'est de là que naît l'idée que ces pinsons, en fait, venaient d'une seule espèce et qu'ils se sont adaptés sur les îles en fonction de ce qu'il y avait à manger sur ces îles. Voilà. Quatrième postulat, l'homme est soumis aux lois de la nature. Donc, il n'y a pas de raison que l'homme qui est un animal vivant ne soit pas soumis aux mêmes lois que je viens d'énoncer. La seule différence, c'est que l'homme peut durablement changer son comportement. Il peut avoir un comportement d'abeille, il peut avoir un comportement de guêpe, et il peut l'avoir autant de fois et autant de temps décidé. La deuxième partie de ce postulat, c'est que l'entreprise est constituée d'hommes et l'entreprise est donc, pour moi, une entité vivante qui est, elle aussi, soumise aux lois de la nature. Et c'est là que j'arrive au cœur du sujet et que je vais vous dire que les lois qu'on vient de voir dans la nature, de sélection naturelle, de variabilité, de diversification, de diversité, eh bien, on peut très bien les imaginer dans l'entreprise. On peut très bien les décider dans l'entreprise puisque l'homme est le seul animal capable durablement de changer son comportement. Alors, quelques photos de l'homme et de ses cousins, les grands singes. Et alors, celle-là, elle est très intéressante, la dernière, parce qu'elle vous montre quelque chose qu'on n'imaginait pas et qu'on sait depuis pas longtemps. C'est qu'en fait, l'homme n'est pas un singe qui était à quatre pattes et qui s'est redressé. Non, le singe avait un ancêtre commun avec l'homme qui marchait sur deux pattes et le singe s'est remis à quatre pattes. Voilà, donc je n'irai pas plus loin parce que je ne suis pas un spécialiste des singes. Alors, allons revenir maintenant sur les critères du vivant, des R et des K dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, j'ai besoin, s'il vous plaît, que quelqu'un me confirme qu'on voit bien ma grille Excel. Oui, Victor, pour l'instant, c'est bon. Oui. C'est bon. C'est bon. Alors, je vous ai parlé des stratégies des deux constantes R et K. En fait, je vais vous prendre des animaux que vous connaissez un peu plus que MacArthur, en l'occurrence des mouches et des éléphants. Je mis sur la colonne H des mouches et sur la colonne I des éléphants. Et dans la colonne D que vous voyez, j'ai un ensemble de critères. Donc, c'est plus rigolo quand j'ai les gens en face de moi parce que on peut jouer à la devinette. Là, c'est un peu plus compliqué pour jouer à la devinette. Donc, je vais dévoiler au fur et à mesure. La taille d'une mouche et la taille d'un éléphant, ben, ce n'est pas tout à fait la même chose. OK. Donc, espèce à stratégie R, c'est plutôt petit. Les éléphants, c'est plutôt grand. L'espace vital, ben, c'est petit. Là, c'est forcément grand. Les besoins énergétiques, bon, vous avez déjà la réponse avant que je les donne, hein, parce que c'est évident. Les besoins d'interaction entre les espèces, hein, les mouches, elles ne se causent pas vraiment entre elles. Hein. Les éléphants, par contre, communiquent constamment. Et on sait même aujourd'hui que les éléphants communiquent, les troupeaux d'éléphants
entre eux à plusieurs dizaines de kilomètres par les infrasons qui sont capables d'émettre avec leur trompe et par leurs pattes qui entendent, entre guillemets, ces infrasons. Compétition intraspécifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de la compétition dans l'espèce. Chez les mouches, elle est quasi inexistante. Je dis quasi parce qu'il y a une espèce de mouche où les mâles vont se battre pour une femelle. Il y a une seule espèce de mouche qui fait ça. Les autres espèces de mouches, c'est le premier mâle qui arrive qui va féconder la femelle. Chez les éléphants, là, non, là, c'est pas pareil. Là, il y a de la compétition, il y a du rang social, et si on ne tient pas sa place, on se fait remettre à sa place, c'est le cas de le dire. La taille des populations. Alors là, chez les mouches, il peut y en avoir des quantités. Chez les éléphants, c'est plutôt faible. Etc., etc. On risque de passer l'après-midi à tout regarder, si j'y vais doucement. Vous voyez, il y a 100 000 espèces de mouches. Deux que vous connaissez bien, espèces éléphants d'Afrique et éléphants d'Asie. Et on estime qu'il y a une troisième sous-espèce qui est un éléphant d'Asie, d'Indonésie, une espèce, une variante naine de l'éléphant d'Asie. Capacité à coloniser les nouveaux espaces. Les mouches ont colonisé quasiment toutes les régions du monde, sauf l'Antarctique. Les éléphants, il n'en reste plus qu'en Afrique et en Asie. Beaucoup de morts chez les jeunes, protection du troupeau, maturité, développement 2 semaines, là il faut 12 ans. Regardez, 12 ans pour avoir une maturité sexuelle, 20 ans pour arriver à un âge de reproduction. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a de la compétition et du rang. Donc si vous n'êtes pas dominant, parce que votre cousin, parce que l'autre là-bas est plus costaud que vous, vous attendez votre tour chez les éléphants. Chez les mouches, pas de souci, à 2 semaines, le premier qui arrive va pouvoir se reproduire. La durée de vie, très courte chez les espèces R et beaucoup plus longue chez les espèces K. La descendance, en théorie, les descendants de ces mouches qui se reproduiraient pourraient donner 10 puissance 18 mouches au bout d'une année. Un couple d'éléphants, ça ne donne rien du tout parce qu'il faut 22 mois pour arriver, pour que la gestation arrive à son terme. Chaque reproduction, chaque ponte, c'est 150 œufs. Alors là, on est sur Musca domestica, c'est la mouche commune. Chez les éléphants, un seul. Et donc, fréquence de la reproduction jusqu'à 30 générations par an, alors qu'il n'y en a que une tous les 2 ans chez les éléphants. C'est bon, on a retrouvé ma map. Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, Victor. C'est bon. C'est bon, Victor. Ouais. Alors, on va revenir sur ces critères de stratégie et maintenant, je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais aller sur ces critères et j'en ai choisi 6. Hein. Je ne vais pas tous les passer parce qu'il y en a une vingtaine, mais j'en ai choisi 6. Et on va essayer sur ces 6-là de refaire le parallèle qu'on vient de faire en allant un petit peu plus loin. Alors, j'en ai choisi 6. Bon, c'est arbitraire, j'aurais pu choisir 6 autres, mais ceux-là, ils sont quand même intéressants. La taille poids adulte. Donc, ça serait la taille, moi je rapproche ça de la taille de l'entreprise en rythme de croisière. Hein, la taille de l'entreprise qui fonctionne, qui ne soit pas à ses débuts. Donc, les indicateurs, c'est quoi? C'est les niveaux de besoin en immobilisation, en capital, en stock. En fait, c'est le total des actifs du bilan. Chez les espèces R, c'est petit, on n'a pas besoin de beaucoup. Il n'y a pas besoin d'énormément. Je suis consultant, je n'ai pas besoin de beaucoup d'actifs de bilan pour travailler. Mes actifs, ils sont pour moi, c'est 2 ordinateurs, un téléphone, globalement. Chez les grandes entreprises, c'est un peu plus que ça. C'est de l'immobilisation, c'est du bâtiment, c'est des stocks, c'est du matériel beaucoup plus important. Donc, si on veut savoir si une entreprise est plutôt R ou plutôt K, déjà, on peut se poser la question en disant le total des actifs du bilan, est-ce qu'il est élevé? Est-ce qu'il y a beaucoup d'immobilisation? Est-ce qu'il a besoin de stock?
Prenons un autre critère, les besoins énergétiques. Besoins énergétiques, vous avez vu, un éléphant, c'est 200 kg de nourriture, une mouche, c'est 3 fois rien. Les besoins financiers de l'entreprise. Est-ce qu'on a besoin d'un fonds de roulement? Quel est le niveau de mon compte client? Quel est le niveau de mon compte fournisseur? Quelle est ma masse salariale? Bon. Et là, pour ceux qui m'écoutent et qui ont une masse salariale élevée, vous comprenez tout à fait le problème du besoin énergétique quand vous n'avez plus de chiffre d'affaires. Chez les R, ben, pas de problème. Faible besoin financier, faible flux, faible chiffre d'affaires. Par contre, besoin de fonds de roulement important, besoin financier important, d'où nécessité du chiffre d'affaires et du flux pour survivre. Et du flux en continu. Parce que le jour où vous enlevez ces 200 kg de nourriture à l'éléphant, il a un problème. Et si vous l'enlevez durablement pendant plusieurs semaines, ben, vous risquez de ne plus avoir d'éléphant. Donc la question à se poser, c'est dans cette entreprise, est-ce qu'elle a un besoin en fonds de roulement qui est élevé ou pas? Et est-ce qu'elle a besoin de beaucoup de personnel ou pas? Action et d'échange dans l'espèce. C'est la complexité du fonctionnement de l'entreprise, aussi bien interne que externe, lié à son métier. Les indicateurs, c'est les déontologies, le cadre légal, les interactions qui seraient codifiées, les normes. Vous imaginez bien que quand je suis dans l'alimentaire, j'ai des normes que le consultant en stratégie n'a pas. Donc, ça fait des contraintes et ça fait des coûts. Les systèmes R en besoin d'interaction sont plutôt faibles. Ce sont des systèmes qui sont plutôt orientés individu, liberté de fonctionnement dans le métier, moins de cadres que les cas. Et chez les cas, c'est orienté groupe. C'est un cadre de fonctionnement strict, une nécessité de process, de procédure, une complexité de fonctionnement et des échanges internes qui sont inhérents au métier, qui sont obligatoires et qui sont surtout codifiés. Alors là, je vais tenter quelque chose et je vais tenter de vous montrer de l'interaction dans des espèces animales et vous allez voir ce qu'on en fait. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Quelqu'un me dit toujours si vous avez, si vous voyez. Ton tout arrive. Parfait, Victor. Parfait. Vous avez vu des insectes qui répondent à quelques dizaines de stimuli. Ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Ils n'ont pas d'embouteillage avec une dizaine de stimuli. Nous réagissons à des milliers de stimuli différents et on a un sacré bordel dès qu'on prend la route. Une deuxième qui est intéressante aussi et qu'il ne faut surtout pas ouvrir là-dedans. Alors, je ne sais pas s'il y a le son là. Vous avez le son? Alors, vous avez vu, d'un côté, vous avez des fourmis en bas et en haut, vous avez des termites. Et ça, c'est extraordinaire. Des fourmis et des termites qui se font face à face et qui sont organisés pour que chacun puisse travailler de son côté sans déranger l'autre. Ça, c'est de l'organisation. Alors, je reprends. Donc, sur ce troisième critère, quelles sont les questions qu'on peut se poser? C'est est-ce que pour fonctionner, mon entreprise a besoin de respecter beaucoup de règles, beaucoup de normes, beaucoup de procédures? Et à ce moment-là, je saurai quelle est ma position R ou K dans
ce critère. Donc, on va parler de la compétition donc, à l'intérieur d'un secteur d'activité, hein, à l'intérieur d'un métier. Donc, chez les R, pas ou peu de confrontation frontale. Les entreprises, elles ne meurent pas de concurrence latérale, elles meurent de non-adaptation au marché. C'est mon produit qui n'est pas bon, quoi. Donc, c'est de ça qu'elles meurent. Chez les espèces K, chez les activités K, c'est la confrontation avec mon concurrent qui va me tuer. C'est pas le marché. Le marché, il est demandeur déjà de mon produit. C'est mon concurrent ou c'est moi qui vais tuer le concurrent. Donc, ou alors, bon, là, j'ai introduit un petit plus que je peux introduire beaucoup plus loin, mais c'est les notions d'alliance, hein, parce que dans beaucoup d'espèces animales, il y a des alliances pour pouvoir tuer les concurrents. Et on pourrait aller très loin, alliance dans l'espèce et alliance à l'extérieur de l'espèce. Concurrent, il y a une faute d'orthographe. Variabilité génétique, nombre d'espèces. C'est la capacité de la branche à faire de l'innovation. C'est le potentiel de rupture de la branche. Est-ce que le métier a la capacité d'évoluer, de se renouveler techniquement? Est-ce que le métier a la capacité d'évoluer organisationnellement et structurellement? Chez les R, c'est plutôt des métiers qui sont très évolutifs, avec beaucoup de variantes du métier. Chez les K, ce sont des métiers qui restent très cadrés, qui sortent peu des chemins battus, des grandes autoroutes, et qui bougent peu de leur métier de base. La question à se poser, c'est est-ce que j'ai mis une veille en place parce que si ça se met à bouger, est-ce que je ne vais pas être en train de ronronner en croyant que rien ne bouge? Vous connaissez le paradoxe de la grenouille. Ceux qui ne connaissent pas me reposent la question, on en reparlera après. Est-ce qu'il y a beaucoup de produits qui sont proches du mien, qui ne sont pas encore complètement dans mon métier, mais qui demain pourraient très bien déborder et venir tuer mon produit? Quel âge a mon produit phare? Est-ce que c'est un produit qui est récent ou est-ce qu'il commence à avoir un certain âge? Vous voyez, il y a des questions qui permettent de savoir où est-ce qu'on en est dans ce registre-là. Et enfin, le dernier, c'est le potentiel de colonisation de nouveaux marchés. C'est ma capacité à aller investir des nouveaux marchés, c'est ma capacité à aller investir de nouveaux territoires. Donc, chez les R, c'est des entreprises qui peuvent le faire, qui se positionnent sur de nouveaux territoires sans trop d'investissement. Chez les K, c'est un coût de colonisation qui est souvent élevé. Pourquoi? Parce que le déploiement sur de nouveaux territoires, ben, il est lent. Il est lent parce qu'en interne, on a des lourdeurs, parce qu'on a des règles, on a des normes, des règles, des lourdeurs réglementaires, internes ou externes, parce qu'il y a de la concurrence déjà en place. Quand on est sur un métier de cas, en général, quand on va sur un nouveau territoire, ce métier, il existe déjà. Les questions donc à se poser, c'est est-ce que je suis capable d'aller sur le nouveau territoire avec des moyens qui correspondent aux critères attendus par ce nouveau territoire? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans des critères R ou des critères K qu'il faut sur ce nouveau territoire et est-ce que je les ai? Et est-ce que je surveille en dehors de ma zone de chalandise naturelle? Est-ce que je regarde ce qui se passe ailleurs? Parce que si je ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, ben, je ne pourrais pas voir qu'il y a une opportunité. Ou, à contrario, je ne pourrais pas voir que là-bas, il y a surabondance de concurrents et que demain, ils risquent de débarquer chez moi. Enfin, ai-je des produits qui pourraient intéresser des clients qui sont en dehors de mon marché naturel? Voilà, je reviens. Donc, vous voyez, on a fait le tour des critères de stratégie dans l'entreprise. Maintenant, on va mettre en place le dernier morceau qui va vous permettre de comprendre ce à quoi je veux en venir. Je croise les critères du vivant, R ou K, avec l'alternance de stabilité et d'instabilité. Et là, on va voir ce que nous dit l'écologie. Et là, l'écologie nous donne la clé. Et la clé, elle est là, elle est maintenant sous vos yeux. Hop, attention, elle va être sous vos yeux. Les stratèges R ont une aptitude colonisatrice. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que quand l'environnement est instable, à cet endroit-là où est ma souris, ce sont les stratèges R qui sont les meilleurs pour coloniser à ce moment-là. Et on va voir derrière, les stratèges K ont une aptitude compétitrice. Ça veut dire que quand l'environnement est stable, ici en haut de la courbe, c'est les espèces K qui dominent. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas donné la courbe. Je n'ai pas explicité la courbe. Cette courbe, ici, vous avez l'axe du temps. Donc, ça, c'est l'axe du temps. Et ça, c'est l'axe de stabilité. Plus on est haut, plus c'est stable. Plus on est bas, moins c'est stable. Donc, un environnement instable va prendre un certain temps pour se déstabiliser. Et hop, là, il y a la météorite qui arrive et boum, c'est déstabilisé instantanément. Et ça va reprendre un temps de stabilisation. Mais en fait, ce graphique-là, vous l'avez déjà vu. C'est mon graphique de géologie de tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, il était vertical et là, je l'ai remis horizontal tout bêtement. Et en fait, chaque rupture ici correspond à un âge géologique. Bon. Donc, si je l'applique à l'entreprise, ça veut dire que c'est une rupture. C'est une rupture qui peut être une rupture technologique, qui peut être une rupture concurrentielle, qui peut être une rupture commerciale. Alors, je voudrais vous voir réagir sur ce schéma-là. Vous voyez, donc ça, c'est une colonisation. Donc, en 95, vous avez peu de colonisation. En 2000, en 2005 et en 2012. Est-ce que quelqu'un imagine ce que ça peut être? Merci Rémi. C'est le moustique tigre. C'est le moustique tigre par le réchauffement de la planète qui a colonisé l'Europe. Bon, ça c'était en 2012, hein, aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça. Et donc je vous disais, les stratèges K ont une aptitude compétitrice. Alors, je continue. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il me referme le tout, lui. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment des crises? Et là, on est au cœur du sujet. On a une crise en ce moment. Et en écologie, qu'est-ce qui se passe au moment des crises? Eh bien, il y a trois grands types d'espèces. Il y a ceux qui sont exterminés. En général, ce sont les populations K. Ce sont les éléphants qui, du jour au lendemain, n'ont plus rien à manger. Quid du transport aérien? Quid du tourisme? Aujourd'hui, vous avez Air Mauritius qui est en redressement judiciaire, vous avez Boeing qui a des gros problèmes financiers, vous avez des compagnies touristiques qui sont très, très mal. Donc, les exterminés, vous avez les survivants, c'est ceux-là qui vont nous intéresser, enfin, c'est ceux-là qu'on veut faire partie. Donc, deux grands types dans ceux-là. Vous avez trois types, deux grands types, trois types. Les préadaptés qui avaient dans leur caractère quelque chose qui leur permettait de franchir la crise. Hein, c'est Netflix. Netflix n'a pas besoin ni de transport aérien, ni de gens qui viennent dans ses magasins. Donc, lui, il est préadapté, pas de problème. Son chiffre d'affaires a explosé. Vous avez des généralistes écologiques qui vivent à peu près dans n'importe quelle condition. Quel que soit le cas, les gens ont besoin de manger. Donc, la grande distribution a certes des problèmes, hein, mais va survivre à la situation. Et vous avez ce qu'on appelle des taxons Lazare. Donc, pour ceux qui se rappellent de leur catéchisme, hein, c'est Lazare de Béthanie que Jésus va ramener de chez les morts au bout de 4 jours. Donc, il y a deux possibilités de survie. Soit c'était des formes qui ont trouvé un refuge qui leur a permis de passer la crise et de survivre à la crise. Moi, il y a ceux auxquels je pense sont les fabricants d'alcool qui aujourd'hui ne vendent pas d'alcool, mais qui du coup ont pu se reconvertir. Alors, on est d'accord, pas avec les mêmes volumes, avec de la difficulté, mais qui peuvent survivre en vendant de l'alcool sous une autre forme. Et enfin, une forme qui sont les petits, qui vont adopter une stratégie R, tout petit,
et qui vont faire de la progénèse, c'est-à-dire qu'ils vont faire de l'innovation avant l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont accélérer leur mouvement d'innovation, qui vont accélérer la reproduction chez les animaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre d'être adulte pour se reproduire et pour créer des nouvelles générations. En fait, ce qui est important là-dedans, ce sont les géniteurs de la stratégie R. Parce que vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, le protomammifère qui est tout petit, quand sa lignée réussit, eh ben, il devient le cas du lendemain. Hein, c'est l'éléphant, c'est la baleine d'aujourd'hui, c'est l'homme d'aujourd'hui qui a réussi, qui est le cas, qui est devenu le cas du système. Donc on avait ceux qui disparaissaient, exterminés, les survivants, et enfin on a les profiteurs du système, hein, les profiteurs de guerre. Bon, ils sont rares, ils sont exceptionnels, ils sont adaptés parce que moi j'ai mon cousin qui connaît son cousin qui est vendeur de masques en Chine, donc je me mets négociant en masques. Mais le jour où la crise est finie, je ne vendrai plus de masques et j'aurai disparu du système. Mais en attendant, j'aurai profité de ce système. Voilà. J'insiste sur quelque chose. Au moment des crises, les espèces les plus petites sont les plus nombreuses à survivre. Et du coup, je réponds à la question d'une dame qui m'avait posé une question avant en disant « Mais est-ce qu'il n'y a pas une stratégie à tenir ?» Je dis « Oui, il y a plusieurs stratégies à tenir, mais quand on est petit, il faut être encore plus petit. » Ça, c'est en ce moment pour cette crise. On verra pour d'autres crises, ça peut être, pour d'autres espèces, ça peut être différent. Alors, les domaines d'application, donc tous les domaines d'activité stratégique, de la communication marketing, par exemple, regardez, là j'ai les 4x3. Regardez comment les 4x3 ont eu des soucis. Les 4x3 sont partis sur une logique K, où on a développé sur tout le pays, et puis on est devenu de plus en plus compliqué dans la réglementation. Okay, sous les yeux, vous avez la réglementation de la commune, de la ville de Vannes, qui gère le 4x3. Bon, déjà, c'est pas la peine de lire jusqu'au bout. De toute façon, c'est déjà mort, parce qu'aujourd'hui, vous avez de la communication virale par Internet qui coûte 3 fois rien par rapport au 4x3 et qui sont aussi efficaces, sinon plus, parce que de plus en plus ciblés, de plus en plus pointus. En termes de RH, sont plutôt K les comptables, la partie production où il y a des règles, où il y a des process, et plutôt R les commerciaux et la recherche et développement. Bon, recherche et développement plutôt R, j'insiste, parce qu'on voit beaucoup de services. Voilà, nous avons des moyens qui sont soit des moyens d'éléphants, soit des moyens de mouches. Et que l'environnement est propice plutôt aux éléphants avec un environnement stable ou un environnement qui est propice aux mouches, un environnement instable, ici noté R. Qu'est-ce que je vous propose comme outil de décodage? Je vous propose des choses que je vous ai déjà dit, mais qu'on va réexpliciter maintenant. Si je suis une petite mouche et que l'environnement est instable, j'ai tout intérêt à faire une stratégie de diversification, de colonisation et d'innovation. Si l'environnement est stable, et que je suis un éléphant, j'ai intérêt à grossir et à me renforcer. Si l'environnement est instable et que je suis un éléphant, j'ai intérêt à faire de la diversification, à faire de l'essaimage. Alors, vous allez me dire, l'essaimage, c'est des abeilles, c'est R. Non, les abeilles ne sont pas des R. Les abeilles sont des K. On en discutera si vous voulez. Et enfin, quand l'environnement est stable et que j'ai des moyens de mouche, eh ben, je dois aller à la rupture, à la déstabilisation. Moi, j'ai une formule pour ça. Je dois mettre le feu à la savane. Le feu à la savane, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois empêcher l'éléphant de manger.
sachant que cet éléphant doit trouver ses 200 kg de nourriture, ses 150 litres d'eau tous les jours, si je l'empêche de manger sa nourriture en ayant mis le feu, eh ben, je pourrais éventuellement prendre la place de cet éléphant. Je déclenche une météorite pour détruire l'éléphant. Alors, les outils d'analyse, là, c'est juste un exemple où on va prendre les critères, on va les scorer et puis on va faire une analyse polaire pour voir lesquelles sont intéressantes à étudier. Après, sur chacun de ces critères, ben, on va appliquer notre grille et puis ça va nous donner des outils de décision sur la stratégie à mener. Allons directement sur des exemples. Je reprends les exemples de tout à l'heure, la configuration de tout à l'heure. Prenons le cas A, R de vitesse et de colonisation. Dans un environnement instable, les moyens R. Oh oh. Il me manque un morceau, désolé. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur de l'innovation. Il faut aller sur, je l'ai déjà dit, sur décolonisation par vitesse. Donc, c'est la vitesse qui va compter, c'est la petitesse qui va compter. Ce n'est pas la qualité du produit, c'est la vitesse à laquelle on va mettre le produit sur le marché. Plus vite le produit sera sur le marché, plus vite on pourra prendre ce marché. Alors, pour les plus anciens d'entre vous, j'ai le cas de, je peux vous citer le cas, il y a certainement d'autres, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit, de VHS et de Betamax, hein, qui étaient les deux standards de vidéo à l'époque. Betamax, super qualité, VHS, moindre qualité, mais VHS a été beaucoup plus rapide vers le grand public et a pris tout le marché. On va… qu'est-ce qui se passe là? Alors, cas de diversification et d'essaimage. Eh bien, donc on est dans un environnement instable, j'ai beaucoup de moyens. Je fais ce que fait Google. Alors, regardez ce que fait Google. Depuis 2001 à 2019, Google a racheté 194 entreprises. Rien que ça. Vous avez la liste des entreprises là. Vous avez vu ce qu'a fait Google? Google va chercher les mouches qui sont en train de se réveiller, okay, et puis fait une petite mise sur chaque mouche. Et en se disant, eh ben, plus je mise sur des mouches, plus j'augmente la probabilité pour qu'une de ces mouches réussisse. Et vous en avez une, regardez celle-là, je ne sais pas si vous la connaissez, Boston Dynamics, hein, c'est une petite mouche qui gère des robots, hein, et qui est leader sur les robots en ce moment. Alors, où est-ce que je suis? Hop. Je passe au suivant. Cas de grossissement et de renforcement. Alors là, je suis un super éléphant dans un environnement stable. Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Ben, j'ai commencé à le dévoiler tout à l'heure. J'ai plutôt intérêt à grossir. Si je m'appelle si je m'appelle Mittal, j'ai intérêt à aller voir Arcelor et aller racheter Arcelor, malgré ce que dit Montebourg. Donc en 2006, Mittal va faire une OPA sur Arcelor, mais Arcelor, regardez ce que c'était. Arcelor, c'était créé en 2001, c'était déjà Arbed. Et Asteralia. Hein, et c'était Usinor, mais Usinor lui-même, c'était les sidérurgies du Nord et des unions de forges. Vous voyez, chez les espèces K, on va grossir en phagocytant et en absorbant les autres, si on ne les a pas tués. Petite parenthèse sur Lakshmi Mittal, donc j'ai quelques chiffres sur Lakshmi, hein. Ça, c'est quelques éléments ça date de 2016, ça date déjà d'un moment. Rappelez-vous, quand Tony Blair va en Inde,
dans les années 2010. Hein, il débarque de l'avion, il va rendre visite à M. Mittal et après il va voir le Premier ministre indien. Ça vous positionne tout de suite M. Mittal et ça vous positionne tout de suite M. Montebourg aussi. Et enfin, rupture et déstabilisation, c'est le feu à la savane. Le feu à la savane, eh ben, vous avez l'ordinateur quantique. Hein. Donc ça, je vous en avais entendu parler. Donc, l'ordinateur quantique qui, en 3 minutes, va faire un calcul qui prend 10 000 ans aux autres supercalculateurs. Là, on a un vrai feu dans la savane qui est en train de se faire. Et un moins connu, Minnetonka. Minnetonka, allez, on fait le jeu. Vous avez 30 secondes pour me dire qui c'est qui connaît Minnetonka, parce qu'au-delà de 30 secondes, vous avez le temps d'aller sur Google. Personne? Minnetonka, c'est M. Taylor qui est l'inventeur du savon liquide. Et l'inventeur du savon liquide, eh ben, il invente, donc c'est le premier savon liquide au monde. Et donc il invente son savon liquide, mais il arrive sur un marché où il y a des majors sur le savon. Zut. Désolé. Problème de stabilité de mon affaire, là. C'est quoi cette affaire-là? Alors on y vient. Bon, désolé. Voilà. Son problème, il s'appelle Palmolive, il s'appelle Unilever. Donc, M. Taylor, il va faire comment? Je vous laisse, pareil, 30 secondes pour imaginer comment vous feriez à la place de M. Taylor. Eh bien, M. Taylor, il a une solution où il met le feu à la savane, où il va empêcher Unilever et Palmolive de manger dans la savane du savon liquide. En fait, il y a deux seulement fabricants de pompes pour bouteilles à savon liquide. Et ces deux fabricants-là, ils sont aux États-Unis. Et M. Taylor va acheter pour 2 ans de fabrication de pompes, c'est-à-dire qu'il se paye 100 millions de petites pompes en disant aux fabricants de pompes, je vous achète votre production des 2 années à venir. Résultat, au bout d'une année, il s'est implanté sur le marché. En moins de 6 mois, il vend pour 25 millions de dollars de savon liquide. Quelques années plus tard, il est racheté par Palmolive et par Unilever. Vous voyez que ça, c'est un exemple de quelqu'un qui a réussi un feu à la savane assez extraordinaire. Voilà. Et en fait, ce que je viens de vous raconter, si on veut l'appliquer à l'entreprise, tout simplement, on l'applique en mettant 5 étapes. La première étape, c'est déterminer la nature de l'espèce. On va caractériser avec la matrice, est-ce qu'on est plutôt R ou est-ce qu'on est plutôt K. Deuxième étape, on va comprendre et caractériser l'environnement. Est-ce que c'est un environnement stable ou est-ce que c'est un environnement instable? Et troisièmement, on va construire une stratégie, donc à partir de la grille de décision R et K, et on va croiser ça avec la grille de caractérisation. La quatrième étape, après ça découle, on va décliner ça sous ressources humaines, finances, technicité, l'environnement, le produit, le client, et en fait, on va beaucoup plus classiquement construire le plan d'action à mettre en entreprise, à mettre en œuvre dans l'entreprise. Voilà, ça c'est notre méthode pour appliquer ça dans une entreprise. Alors, j'ai fait je vous ai rajouté quelques éléments. J'en ai enlevé beaucoup, mais bon, j'en rajoute quand même quelques-uns. Et après, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on pourra éventuellement, lancer la discussion si vous voulez. Comment changer un environnement R en K, un environnement instable en stable? Je vous ai dit, le R qui réussit devient le K d'un système stabilisé. Donc, la question, c'est comment je deviens plus gros. Donc, comment je deviens plus gros? Regardez, ça, c'est les vendeurs de téléphones.
OK? Donc, les vendeurs de téléphones, regardez, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de petits R, et hop, regardez ce qui se passe, il y en a très peu à la fin. Aujourd'hui, je ne sais plus où on en est, ça c'est un chiffre qui date déjà d'un moment. On va normer, réglementer, légiférer. Plus je deviens gros, plus je vais essayer d'intervenir au niveau de l'État, au niveau de l'Europe, je vais faire du lobbying pour que ce soit ma norme à moi, pour que ce soit ma méthode à moi qui soit agréée, qui soit autorisée sur le marché. Je vais devenir la référence. Alors ça c'est… Bon, vous êtes en train de rire, j'espère. C'est plus du tout d'actualité. J'ai oublié de remettre ça à jour. Aujourd'hui, il n'y a plus de croissance aux États-Unis. Donc, je vais devenir la référence. Je m'appelle Apple. Je fais en sorte que tout le monde ait envie d'avoir un téléphone qui réagisse comme un iPhone. Et enfin, je vais sophistiquer. Plus j'aurai un produit sophistiqué et plus le client s'attend à avoir un produit de plus en plus sophistiqué, plus j'empêche les concurrents qui n'en ont pas les moyens d'entrer. Donc, je crée une autre barrière. Là, je crée une barrière technologique. Vous avez vu tout à l'heure grossir, je crée une barrière financière. Réglementer, je crée une barrière juridique. Devenir la référence, je crée une barrière marketing. Sophistiqué, je crée une barrière technologique, complexifiée pareil. Je crée des barrières pour empêcher les autres de venir sur mon marché. Alors, passer de K en R, c'est-à-dire passer d'un environnement stable à un environnement instable, eh ben, c'est le feu à la savane dont je vous ai parlé. Donc, vous avez soit les cataclysmes naturels qui sont amenés par des nouveaux entrants, hein, donc c'est des métiers qui vont disparaître parce que, tout simplement, on n'a jamais voulu tuer les maréchaux ferrants, on a juste inventé la voiture, donc on n'utilisait plus les chevaux. Et puis, encyclopédie universaliste, eh ben, personne n'a voulu tuer Encyclopédie Universaliste, c'est tout simplement Internet qui est arrivé et qui a pris une place. Tellement qu'ils ont arrêté en 2012 la publication papier. Ensuite, des métiers, enfin des produits qui ont disparu parce qu'on est passé à autre chose. Ensuite, il y a les cataclysmes, ça c'était ceux qui sont naturels, entre guillemets, les cataclysmes provoqués. C'est ce que j'appelle des cataclysmes hyper-K. Et la 6e extinction dans laquelle on est probablement dans un hyper-K humain. Hyper-K, c'est quoi? C'est qu'on bouffe tellement sur le système qu'on va détruire le système. C'est l'île de Pâques, qui n'a plus du tout de forêt parce qu'on a fait de la déforestation à outrance. C'est Saint-Domingue et Haïti. Vous voyez, à droite, c'est Saint-Domingue, à gauche, c'est Haïti parce qu'on n'a aucune règle pour la déforestation. Donc, d'un côté, on a tout coupé pour brûler, pour faire cuire à manger, et de l'autre côté, on a préservé. C'est un petit peu plus rigolo, mais bon, quand j'y travaillais, c'était moins rigolo. C'est le code du travail avec des chiffres de corrélation, ce sont les vrais chiffres, hein, de corrélation directe du nombre de pages du code du travail et du nombre de chômeurs. On va y revenir tout à l'heure sur la position de la France. Et donc, c'est là que alors, le krach boursier de 2008, hein, pareil, c'est un super cas. On a voulu en faire trop. Hein, à un moment, personne ne contrôlait plus le système financier. Dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là aussi, vous allez voir, je vais vous montrer des choses qui sont maintenant dépassées avec le coronavirus. Quelle adaptation des États-nations? Alors, pour l'analyse, c'est intéressant d'analyser les USA, qui, malgré qu'ils soient gros, sont plutôt dans une logique R, et la Chine, qui, elle, est dans une logique super K, où tout est cadré, tout est sous procédure, tout est normé. Et la meilleure preuve, c'est que quand il y a le virus et qu'on doit enfermer 50 millions de personnes, on sait le faire et on sait monter un hôpital en 10 jours. Vous imaginez bien que monter un hôpital en 10 jours, c'est faisable que si on a déjà tout le matériel sous la main, les lits, les respirateurs, que tout ça soit déjà préparé. Donc, c'est des systèmes super K qui ont déjà tout prévu, bon, et qui ont les moyens de le prévoir.
A contrario, nous avons un pays où on va avoir un individualisme de plus en plus exacerbé dans une structuration qui est toujours napoléonienne, hein, qui est administrative et qui est complètement sclérosante. Donc là, j'attends les commentaires désobligeants sur ma position après. En fait, on est des mouches dans un corps d'éléphant. Et c'est bien notre problème aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons, de mon point de vue, un pays qui a des soucis. On n'est pas complètement USA, on n'est pas complètement Chine, on est à mi-chemin et on a un vrai problème par rapport à l'environnement qui, lui, est en train de passer complètement déstabilisé. Voilà. Alors, le terrorisme, j'en ai parlé. En fait, j'en ai pas parlé, je ne vous en ai pas parlé. J'en avais parlé au moment du terrorisme, mais j'avais dit quelque chose qui était intéressant aussi, mon analyse sur les États-Unis et sur le terrorisme à l'époque, en 2001, c'est que les États-Unis ne peuvent pas gagner contre le terrorisme. Pourquoi? Parce que le terrorisme, ce sont des mouches et les États-Unis, c'est un éléphant. Mais dans un environnement où on ne sait pas où est le champ de bataille. Et tant qu'on ne sait pas où est le champ de bataille, ce sont les mouches qui décident où est le champ de bataille. À l'instant où l'État islamique s'est mis en place, l'État islamique s'est mis sur le champ des systèmes K, le champ des États-nations, et l'État islamique, à ce moment-là, a perdu parce qu'il est allé se positionner sur le champ de bataille des éléphants. Et là, il ne pouvait pas gagner. Les États-Unis sont plus forts quand il s'agit de faire un champ de bataille conventionnel. Je m'arrête une seconde, il y a un message de Laurent. Je n'arrive pas à lire ton message, tu peux peut-être le dire, non? Laurent, pas de commentaire? On a perdu Laurent quelques minutes, là, je crois. On a perdu Laurent. Alors, non, désolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, désolé, c'est sur Anstat et au lieu de répondre à un interlocuteur, j'ai répondu à tous. Désolé. Non. Pardon. Bon. C'est moi, pardon. Alors, pour terminer, je voudrais vous citer deux personnes que j'apprécie beaucoup. Marc Alevi, qui est philosophe, qui est prospectiviste et qui est rabbin, hein, qui est un ami de longue date. Et lui, il dit ceci. Il dit « Tout ce qui pourra être robotisé le sera ». Il prévoit la fin du salariat. Il prévoit le télétravail de proximité. Il prévoit l'effondrement des grandes villes. Il prévoit la multi-activité. Il dit qu'il y aura une prime à la virtuosité. Il dit qu'il faudra user de toutes les intelligences et il dit qu'il y aura un développement des réseaux collaboratifs. Et ça, c'est dans un bouquin qui a été écrit il y a déjà 4 ou 5 ans. Hein. Il n'a pas attendu le coronavirus pour dire ça. Et vous avez Yannick qui, lui, dit que nous sommes à la fin d'un monde. Yannick, il fait le parallèle de ce qui se passe aujourd'hui avec la Renaissance. Et il dit à la Renaissance, il y avait 5 paramètres qui ont déclenché la fin du Moyen-Âge. Dégradation de l'environnement, dérèglement climatique, violence et conflits militaires, désagrégation des relations diplomatiques mondiales, aveuglement des dirigeants. Vous n'avez pas l'impression que ça ressemble à ça aujourd'hui? Et il dit, là-dessus est venu se greffer l'imprimerie qui a changé radicalement l'environnement. Nous avons Internet qui change radicalement l'environnement. Et il dit, une dernière chose qui n'est pas notée là, il dit c'est très joli la Renaissance vue d'ici, hein, le château de Chambord, etc. Mais il dit ça a été 100 ans de douleur et de cris et de grincements de dents. Il a dit la Renaissance, c'est joli aujourd'hui, mais ce n'était pas joli de vivre à la Renaissance. Il y a eu beaucoup de morts et il y a eu beaucoup de souffrances. Et il dit, attendons-nous à ça bientôt. Et ces deux personnes-là ont écrit ça avant le coronavirus. Voilà. Mesdames, messieurs, j'ai fait le tour. Monsieur Gaborio, j'ai fait le tour dans le 1h30 qu'on m'a demandé, hein, c'est ça.
Je suis à votre écoute s'il y a des questions. On a toujours la possibilité de basculer vers le lien Zoom hein, sur lequel on a toujours cette faculté-là. En tout cas, merci pour ce prisme de regarder de façon oblique les informations que l'on vit et les moments que l'on traverse. Alors, sur les questions du chat, moi j'en ai… Ah, oui. Qu'est-ce qui a marqué la fin de la Renaissance, Victor? Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, hein. Je vous ai juste cité ce que dit Yannick. Je suis incapable, peut-être quelqu'un d'autre pourrait répondre, mais je ne suis pas. Je ne peux pas répondre. Il y a César qui est ravi d'être une mouche. Bienvenue au club. Bon, alors ce soir, vous dormez plus pareil, hein. Vous savez si vous êtes mouche ou éléphant, hein. C'est ça? Bon, je vous rappelle quand même qu'on est… personne n'est complètement mouche, personne n'est complètement éléphant. Nous sommes tous la mouche de quelqu'un et l'éléphant de quelqu'un d'autre. Hein. Éventuellement, on pourrait reprendre aussi un certain nombre de questions qui ont été posées au préalable lors des inscriptions. Tu avais apporté des réponses. Tu as déjà apporté un certain nombre de réponses, oui. Alors, j'entends une question. Quelqu'un intervient? La réunion, bon, on a les caractéristiques d'une cellule relativement, bon, à cause de notre isolement, etc., marquée et en même temps d'une certaine importance. Est-ce que c'est une cellule, selon vous, de type R ou de type K? La réunion, selon moi, la réunion est de type K, parce que la réunion est une cellule qui appartient à un ensemble qui s'appelle la France. La réunion est incapable de survivre toute seule. Donc, si vous voulez une cellule de type R, allez regarder du côté de Maurice. Vous voyez? Donc là, on a une surface à peu près équivalente, bon, une population un petit peu différente, mais pas très loin, et où on a une cellule R à Maurice, c'est-à-dire je dois me débrouiller tout seul. Moi, je vois mes collègues de Maurice, il y a une petite aide sur le… Et donc, eux, ils sont pressés de se remettre au travail tout de suite. Et oui, nous, dans nos entreprises, on a des difficultés aujourd'hui à faire travailler des gens parce qu'ils disent « je ne veux pas aller travailler, c'est trop dangereux ». D'accord. Alors, si on part comme ça, on a une cellule super K qui a la taille de la Réunion et la moitié de notre population, et c'est le Luxembourg. Je ne connais pas le mode de fonctionnement du Luxembourg. Je suis pas. Oui, vous pouvez peut-être nous exposer la situation. Ça serait intéressant. Oui, ben le Luxembourg fait partie d'un dynamisme, enfin, fait preuve d'un dynamisme futuriste qui est assez époustouflant. Donc là, on a peut-être une cellule K, hein, entourée de une cellule R, pardon, entourée de K. Voilà. Donc c'est pas une question de dimension, c'est une question de posture, de mindset. Oui, les Américains sont dans une logique R, même s'ils font des cas, mais ils sont dans une logique R. Oui. Les Américains, quand on pense à ce qui est l'administration et le côté un petit peu étatique et culture générale des États-Unis, ce n'est pas nécessairement le cas des GAFA, dont la plupart ont leur base aux États-Unis, mais qui ne sont pas nécessairement américains. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui, il y en a, tu le vois dans le chat, tu as les références des livres de Marc Alévi et d'Yves Roudot. Oui, Yannick. Ce sont deux. Je vais vous les passer. J'ai les bouquins là, je vais vous les passer. Très bien.
Ok. Et puis après, il y a une question de Didier que je salue. Comment pouvons-nous devenir de type ER sans indépendance de la France? C'est la dernière question que tu peux avoir sur le chat. C'est donc de Didier, Annette. Comment pouvons-nous? Très intéressant. Très intéressant. C'est ce que, en tout cas, moi, je prône en tant que président de l'incubateur et président de l'ARVAM depuis plusieurs années. Il faut faire de la recherche à outrance et il faut faciliter la création de petites entreprises à outrance. Plus on émettra de mouches, plus on augmentera notre probabilité d'avoir un système qui, au bout d'un moment, sera suffisamment autonome pour pouvoir éventuellement se passer de la France. Alors, je ne suis pas autonomiste ou indépendantiste dans l'âme, hein, mais je réponds juste à la question. Aujourd'hui, nous avons, désolé de le dire, beaucoup de chasseurs de subventions dans nos entreprises. On n'a pas assez d'entrepreneurs, de petits entrepreneurs. Et ces petits entrepreneurs, eh ben, on ne les aide pas suffisamment. Alors, Michel Grenier qui demande la grenouille. Alors, le paradoxe de la grenouille. Pourquoi est-ce que je parlais du paradoxe de la grenouille? Le paradoxe de la grenouille, c'est un paradoxe qui explique que si vous prenez une grenouille, pour la faire cuire, il y a deux possibilités. Soit vous prenez de l'eau chaude et vous la mettez dedans, mais à ce moment-là, cette grenouille, elle va sauter tout de suite, donc elle va s'échapper. Ou alors, vous mettez cette grenouille dans la grenouille ne s'aperçoit pas que l'eau est en train de chauffer. Et à l'instant où elle veut s'échapper, ben, l'eau est déjà trop chaude, elle est cuite. Voilà, c'est le paradoxe de la grenouille. Et je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, mais on est dans cette logique-là. Hein. On s'est laissé enfermer, si je reprends le cas de la Réunion, on s'est laissé enfermer dans une espèce d'assistanat indolente qui fait qu'aujourd'hui, si on veut redevenir de type R, ben, désolé d'expression, mais il va falloir se bouger le derrière. Sachant, Victor, si je peux me permettre de rebondir, l'écosystème de la Silicon Valley à la base était principalement fait de TPE et de PME, sauf qu'il y avait tout l'écosystème de l'innovation, donc avec la recherche, les petites entreprises, les bons étudiants avec les universités, je pense à Stanford, les capital risques qui investissaient dans les petites structures. Voilà, il y avait un vrai écosystème de l'innovation et c'est effectivement peut-être là-dessus qu'on pourrait travailler pour la Réunion parce qu'on a tous les ingrédients pour ça. Tout à fait. Excellente remarque. Alors, il y a quelqu'un qui… Je voudrais quand même préciser là-dessus que la Silicon Valley ne s'est pas faite, et c'est là où on est aussi dans ce paradoxe pour revenir sur ces systèmes K avec l'Europe, hein, sur l'Europe dans sa fragmentation. Et la Silicon Valley ne s'est pas faite qu'avec des entrepreneurs, puisque une fois qu'il a été le cœur, elle s'est faite avec énormément et beaucoup de milliards d'euros de l'État américain, et ça depuis le début. Et puis même encore aujourd'hui, cet État américain met beaucoup de milliards, comme le font aussi nos confrères chinois, sous forme d'entreprises privées qui sont entièrement nationalisées. Et c'est pourquoi l'Europe aujourd'hui, et là il y a encore, vous avez vu les dernières informations entre la présidente de l'Europe avec les règles des aides aux entreprises, où les États se retrouvent en disant « Ok, on veut bien mettre des milliards sur la table, mais il y a ce paradoxe de la condition de l'aide à l'entreprise, ces fonds européens ont tout fait été pour l'usager et non pas pour la dynamique industrielle de nos pays, mais plutôt axé vers l'usager. Et c'est pourquoi on est allé chercher aussi du bas-coût, c'est-à-dire dans des pays. Et ce grand sujet de la réindustrialisation va être un fort problème. Et là, le KLER, dont je pense très bien fusionner, puisqu'il y a dans ces dispositifs financiers internationaux des gros débats. Alors aujourd'hui, la présidente de l'Europe ne veut pas se défausser parce qu'elle soutient depuis le début de limiter ces aides, ce que ne font pas les Américains, ce que ne font pas les Chinois, avec un fort support de politique publique et de fonds publics à l'innovation qui sont après portés par des entreprises privées et des manias et des entrepreneurs. Et là, je pense qu'on a vraiment aussi un mindset à repositionner au niveau de nos politiques européennes, de nos politiques d'industrialisation. Je pense, au-delà sans être un genre du financement public, je pense qu'il faut qu'on revoie aussi dans nos régions et dans nos nations et dans cette supranation qu'est l'Europe, puisqu'on n'est pas des États fédéraux,
et les États ni fédérés, un positionnement, mais on voit un peu aujourd'hui le paradoxe européen qu'a à tenir la présidente européenne face aux fameuses aides publiques qui sont quand même, pour beaucoup de nos pays et de ces grands blocs que l'on souvent adoube, on oublie la force publique dans ces pays que sont les États-Unis et la Chine. J'allais dire la même chose que toi, et c'est fondamental, et c'est même à la base, l'État américain, la CIA et la NSA sont au capital de Google et de Facebook depuis les premiers tours. Mais il faut le préciser, et pas que de ceux-là, hein, de tous les autres, de Boston Dynamics et de tous les autres. Ils les ont accueillis, ils les ont financés, ils les ont formés, et ensuite ils ont été parmi les premiers investisseurs avec des privés, mais ensemble dès le premier round. Et depuis 40 ans. Si je comprends voilà, bien, c'est un État qui est qui a fait de l'essaimage et qui a assisté à l'essaimage des petits, c'est ça? Exact. Exact. Ouais, ce qui est le contraire de la politique française depuis 20 ans, qui met massivement son budget R&D dans des champions industriels. L'un n'empêchant pas l'autre. Mais... Et quel oui, l'un n'empêchant pas l'autre. Oui, mais les ressources qu'on va mettre dans des éléphants, on ne les met pas dans des mouches. Et pour la même quantité de ressources, eh ben, on va pouvoir financer 10 fois plus de mouches que d'éléphants. Donc, on augmenterait la probabilité. Derrière tout ça, il y a aussi la capacité à se remettre en cause. C'est comme le Royaume-Uni qui était le leader sur les technologies à vapeur et qui ne croyait pas dans la voiture. Et qui, du coup, n'a jamais développé une vraie industrie automobile de masse parce qu'il ne voulait pas investir dedans, il n'y croyait pas. Cette position de leader aussi crée, sur le cycle suivant, en fait, un retard à l'allumage. Les autres ayant à challenger et pas vous. Moi, j'aimerais bien te poser une question, Victor. C'est entre une démocratie libre et une dictature sous hyper-assistance de l'intelligence artificielle, de la connexion, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Enfin, moi, j'ai déjà fait mon choix, mais dans un idéal de société, entre mourir librement et mourir dans un diktat numérique ou d'emprisonnement, c'est pour reprendre un peu les grands sujets philosophiques qui traversent. Vous avez vu peut-être certains écrits de Comte Sponville qui ont été peut-être prolixes aujourd'hui, philosophes, et je pense qu'on rajoute aussi de la philosophie dans nos vies d'entrepreneurs. Le pourquoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penserais qu'un cas AR, comment il réagirait? Est-ce qu'un cas se comporte mieux dans une dictature hyper maîtrisée ou AR dans une société beaucoup plus libérale, je n'ai pas dit capitaliste, mais libérale qui suit les lois? Oui, la question est intéressante. Il faudrait la poser en parallèle à un Chinois. Moi, j'ai envie de déplacer le curseur sur un autre schéma qui est celui de la pyramide de Maslow. Quand cette préoccupation qu'on vient de se poser, là, c'est une préoccupation de dernier niveau de la pyramide de Maslow. On est dans de la réalisation, on est dans de l'appartenance, on est dans la réalisation. Mais vous vous apercevez bien que quand il s'agit du premier niveau de Maslow, de vie ou de mort, eh ben, on est prêt à se faire enfermer pendant un mois. C'est ce qui se passe chez nous. Donc, est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est les démocraties? Je n'en sais rien. Est-ce que ce n'est pas plutôt Maslow qui est en train de décider pour nous? Parce que moi, j'ai de la famille en Chine, vous vous en doutez, et eux, le système communiste, ben, ils en sont très contents. Notamment les personnes âgées qui sont de la génération de ma mère, qui ont connu le communisme et le communisme dur, et qui ont connu la disette et la famine. Ceux-là, ils disent, c'est super notre pays. Regardez, on mourrait de faim. Maintenant, on meurt de cholestérol. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est relatif par rapport à d'où est-ce qu'on regarde ça. Bon. Après, il y a une couche qu'on peut rajouter aussi. C'est que vous rajoutez la couche confucianiste en Asie, qui tolère plus facilement un système étatique et une logique française qui est plutôt système D et anti-système,
qui refuse qu'on lui impose quoi que ce soit. Mais pour revenir à la question sous le biais de la lecture R&K, la Chine aujourd'hui est un super système K. Je viens de vous raconter qu'ils sont capables de monter un hôpital en 10 jours, donc ils avaient tout prévu. Le danger de ces systèmes, c'est que quand la météorite qu'ils n'ont pas prévue va tomber, leur système va s'écrouler. Et c'est là qu'en face, vous allez avoir des logiques R, d'autres petites entités qui, eux, vont être capables instantanément de s'adapter, instantanément de changer le mindset, de changer la façon de voir les choses pour pouvoir s'adapter. Et on le voit notamment dans les tout petits pays qui sont passés à travers le coronavirus sans enfermer toute sa population, en fixant un minimum de règles, mais en le faisant au bon moment. Donc, voilà, c'est un équilibre entre je mets tout sous contrôle, mais attention, il faut que ce soit vraiment tout, et avec quel prix pour ma population, et je donne un espace de liberté, mais cette liberté, si je la pousse aux États-Unis, c'est combien de millions d'Américains? 340, 350 millions d'Américains? Quelqu'un peut me redonner le bon chiffre? Et ça rapproche presque des 400 hein, aujourd'hui. 400, c'est une arme par Américain. Hein, c'est ça, hein, l'Américain. C'est une arme, globalement, une arme par Américain vivant. Donc, et on meurt plus d'armes à feu aux États-Unis qu'en France. Donc, où est la liberté? Où est la sécurité? Donc, voilà. Et nous sommes à cheval. Et du coup, peut-être qu'on a l'avantage des deux systèmes, mais il y a des moments où on a l'inconvénient des deux systèmes aussi. J'aimerais revenir un peu plus sur le monde de l'entreprise, Victor, et poser une question en lien avec la gouvernance. C'est-à-dire que la gouvernance des structures K, qui sont normées, comme on l'a dit, est difficile. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises libérées, donc le principe de dénormer et de faire des éléphants, plein de petites mouches pour être plus efficace et plus innovant en période de crise. Est-ce que c'est un modèle aussi qui rentre dans ta façon de considérer peut-être une mutation des K vers les R? Comment tu vois ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Regardez, quand vous avez une fourmilière ou une termitière, ok, une fourmi, ça réagit à 24 ou 25 stimuli différents. 25, pas plus. Et toute la fourmilière fonctionne avec 25 stimuli différents, c'est-à-dire un stimulus, une action de la fourmi. 25, pas plus. Donc, en fait, dans une fourmilière, il y a très peu de règles. Globalement, si on considère ça comparativement à une de nos entreprises, il y a très peu de règles. Par contre, attention, les règles, elles sont létales. C'est-à-dire que la première fourmi qui ne respecte pas une de ces règles est instantanément éliminée du système. Vous voyez? Donc, le système comment il s'appelle, je suis en train de chercher son nom, de Favi, entreprise libérée. Quelqu'un va me redonner le nom. Hein. C'est très bien, mais remettez-vous l'entreprise Favi dans son environnement. C'est de toute façon, il n'y a pas d'autre boulot. Okay, et les règles, elles sont encore plus violentes que quand c'est l'entreprise, quand c'est un chef d'entreprise qui le décide. Parce qu'en fait, votre salaire est décidé par votre équipe. Ça veut dire que si votre équipe décide que vous n'êtes pas suffisamment productif, votre salaire va baisser. C'est extrêmement violent hein, en parallèle. Donc, je n'ai pas de bonne solution dans cette affaire-là. Jean-François Dobrist, ça y est, ça me revient. Donc, et Jean-François, il dit, moi j'ai mis ça, mais attention, j'ai mis ça à un endroit où de toute façon, il n'y avait rien d'autre. Et c'est le deal que j'ai fait avec eux. J'ai dit, écoutez, vous allez faire tourner vous-même votre entreprise, mais il n'y a pas de… bon, il n'a pas dit en créole parce qu'il n'est pas créole, mais il n'y a pas de gardeur de cul, quoi. Donc, et du coup, ça a cadré. Et le nettoyage ne se fait pas au niveau de la direction qui décide qu'un tel n'est pas suffisamment productif, elle se décide dans l'équipe. Ok. Jean-François raconte le cas d'autres entreprises, je crois, je ne sais plus si c'est en Norvège ou en Finlande, où
Vous arrivez, vous restez une semaine, vous faites le tour des équipes et c'est une équipe qui, en vous ayant regardé au bout d'une semaine, vous dit « Ok, je te prends dans l'équipe ». Et après, il passe un certain temps où, à la sortie, c'est l'équipe qui décide de votre salaire. Là, il n'y a plus de direction, hein. Mais c'est l'équipe qui va décider de votre salaire parce que l'équipe a vu comment vous travaillez. Ça, c'est de l'entreprise libérée. Donc, il y a des… Oui, il y a une question. Oui, on est dans les salaires et la finance qui était intervenue avant. L'argent qu'on distribue, soit sous forme de salaire, soit sous forme d'aide aux entreprises, etc., il sort bien de quelque chose. Et fabriquer de l'argent, c'est un privilège régalien, hein, d'un mot qui descend des rois. Aujourd'hui, dans un monde citoyen, qu'est-ce qui va empêcher, je veux dire, les gens des entreprises qui décident des salaires de créer eux-mêmes la monnaie dont on a besoin pour fluidifier le fonctionnement de ces salaires? On a une start-up réunionnaise qui propose ça, hein, qui s'appelle Goni. Ah, Hervé va répondre. Moi, j'ai des éléments de réponse, mais je disais juste, on a une start-up réunionnaise. Spécialiste fiduciaire. Une start-up incubée ou je ne sais pas, Goni propose ça à La Réunion et à mon sens, c'est visionnaire, oui. Créer des monnaies parallèles, interopérées, mais Une proposition spéciale, j'ai ma monnaie. OK? Si cette proposition agrée la population qui a autour et si elle est viable, une bagarre phénoménale entre la Chine et les États-Unis. La Chine qui est en train d'acheter discrètement des tonnes et des tonnes d'or pour imaginer qu'un jour, elle dise c'est ma monnaie qui devient la monnaie référence et on l'appuie sur l'or. Et vous avez les États-Unis qui jouent sur le fait que les échanges internationaux sont faits en dollars. Et donc que le besoin en liquidité de dollars est toujours important. Donc, ils peuvent émettre de la monnaie en continu, mais ils peuvent émettre de la monnaie qu'à une seule condition. C'est que tout le monde demande et demande encore du dollar. Et c'est ça qui donne la valeur au dollar. À l'instant où les gens ne demandent plus de dollars, ben, le dollar ne vaudra plus rien. Donc, si on crée une monnaie demain à La Réunion, si on est 10 personnes à la demander et qu'on ne peut rien en faire en dehors des 10 personnes qui ont cette monnaie, eh bien, cette monnaie ne pourra jamais devenir une monnaie d'échange. Il faut qu'elle brûle la savane. Il faut que cette monnaie, elle prenne la place d'une autre monnaie.